On assiste parfois dans le football moderne à des scènes qui dépassent immédiatement le cadre du jeu. Des moments où la conférence de presse d'après-match n'est plus un simple exercice de communication, mais devient une arène à part entière. Ce soir-là, ce n'est pas un technicien qui vient expliquer un choix tactique ou regretter une occasion manquée. C'est un homme qui pose une charge méthodique, structurée, presque implacable. Johan Michael, sélectionneur de la Guinée équatoriale, prend la parole. Et très vite, on comprend que ce qui va suivre n'est pas une analyse sportive classique. Ce n'est pas une plainte isolée. C'est un réquisitoire. Et surtout, c'est un discours qui vise bien plus large que le simple match qui vient de se terminer. Ce qui frappe d'abord, c'est le calme. Pas de colère visible, pas de gestes brusques, pas de ton agressif. Tout est posé, presque trop posé. Et c'est précisément ce calme qui rend ces paroles inquiétantes. Parce qu'un homme en colère crie. Un homme convaincu explique. Et lui, il explique longuement, structurant son propos comme on bâtit un dossier, une pièce après l'autre. Avant même de parler d'injustice, il commence par louer l'Algérie, et pas de manière superficielle. Il parle d'une équipe mature, intelligente, disciplinée. Il salue la gestion du match, la profondeur de l'effectif, la lecture tactique du sélectionneur. Il insiste sur la mentalité, sur ce supplément d'âme qui distingue les grandes équipes de celles qui se contentent d'exister. Ce n'est pas anodin. Ce préambule n'est pas là pour faire joli. C'est une stratégie rhétorique. Il établit son sérieux, sa crédibilité. Il se positionne comme un technicien lucide, pas comme un mauvais perdant. En faisant cela, il verrouille toute tentative de disqualification de son discours. Il dit en substance « Je reconnais la supériorité sportive de cette équipe, donc ce que je vais dire ensuite n'est pas une excuse ». Et quand la critique arrive, elle frappe d'autant plus fort. Il parle alors de mascarade. Le mot est lâché. Mascarade organisationnelle, mascarade arbitrale. Ce sont des termes lourds, presque judiciaires. Il ne parle pas d'erreur. Il ne parle pas de malchance. Il parle de structure, de système. Et son point de départ, c'est le parcours de l'Algérie dans cette compétition. Une équipe qui termine première de son groupe, une équipe qui fait un parcours quasi parfait. Et quelle est sa récompense? Affronter la République démocratique du Congo. Une équipe solide, physique, disciplinée, qui a elle-même terminé avec un total de points élevé. Un adversaire que personne ne souhaite croiser à ce stade de la compétition. Jusque-là, on pourrait se dire que c'est le hasard, les aléas d'un tournoi. Mais Michael ne s'arrête pas là. Il met cette situation en miroir avec une autre sélection qui, elle, se retrouve face à la Tanzanie. Une équipe qualifiée avec 2 petits points. Une équipe que beaucoup considèrent comme le maillon faible des qualifiés. Et c'est là que son discours change de dimension. Il ne dit pas que le tirage est truqué. Il ne dit pas que la CAF manipule directement. Il dit quelque chose de plus subtil et peut-être de plus grave. La voie est tracée. Ces 3 mots résonnent longtemps dans la salle. La voie est tracée, pas tirée au sort, pas décidée par le hasard, tracée, comme un chemin dessiné à l'avance, comme une autoroute pour certains et un parcours du combattant pour d'autres. Et à partir de ce moment-là, la question n'est plus sportive, elle devient institutionnelle. Il attaque alors frontalement l'organisation de la compétition, la manière dont les groupes se croisent, la logique, ou plutôt l'absence de logique sportive dans ces croisements. Il suggère que la structure même du tournoi produit des injustices, indépendamment des performances sur le terrain. Et quand une structure produit systématiquement les mêmes bénéficiaires et les mêmes pénalisés, le doute s'installe. De l'organisation, il glisse naturellement vers l'arbitrage. Parce que si l'injustice est structurelle, pourquoi s'arrêter au tableau? Il évoque alors un match précis, celui entre le Mali et le Maroc. Un match devenu symbole. Il parle de décisions arbitrales majeures, de pénaltys non sifflés, de faits de jeu déterminants. Pas de petites fautes anodines, mais de décisions capables de faire basculer un match, donc une qualification, donc un parcours entier. Et là encore, il anticipe la défense classique. L'erreur humaine, l'arbitre qui se trompe, il balaie cet argument d'un revers de main. Une erreur, dit-il, est humaine. 2 erreurs peuvent arriver, mais quand les erreurs s'accumulent, et surtout quand elles semblent toujours aller dans le même sens, alors on ne parle plus d'erreur.
On parle de tendance, et une tendance dans un sport de haut niveau devient un problème systémique. C'est ici que son discours prend une dimension presque philosophique. Il évoque ce qu'il appelle le fardeau historique de certaines équipes. L'idée que pour gagner, elles doivent être meilleures que leur adversaire, mais aussi que le contexte, meilleures que le doute, meilleures que l'environnement, meilleures que l'arbitrage. Comme si une victoire ne leur était accordée que si elle était écrasante, indiscutable, impossible à remettre en question. À ce stade, certains pourraient parler de paranoïa, de syndrome de persécution. Et il le sait. Il sait que ce discours est fragile s'il est sorti de son contexte. Mais le contexte, justement, est central. Impossible d'ignorer la rivalité entre l'Algérie et le Maroc, impossible d'ignorer la rupture diplomatique, les tensions régionales, les batailles d'influence. Le football, dans ce cadre, n'est plus un simple jeu, il devient un prolongement symbolique de rapports de force bien plus larges. Quand Michael parle d'une voie facilitée pour le Maroc et d'un chemin semé d'obstacles pour l'Algérie, il ne parle pas uniquement de football, il parle de perception, de sentiment d'équité, de confiance dans les institutions. Et dans le sport, la confiance est tout. Le jour où les acteurs doutent de la neutralité du système, c'est la crédibilité entière de la compétition qui vacille. Le moment le plus tendu de la conférence arrive lorsqu'un journaliste marocain l'interpelle directement, lui demandant si l'Algérie ne se plaint pas un peu trop. La réponse est immédiate, tranchante. Il ne recule pas, il ne nuance pas, il nomme le Maroc, explicitement. Et il va encore plus loin. Il parle du silence médiatique, du fait que certaines questions ne sont jamais posées, que certaines incohérences ne sont jamais mises en lumière. À cet instant précis, il ne parle plus seulement comme un sélectionneur. Il se pose en lanceur d'alerte. Il retourne la pression sur la presse, sur les observateurs, sur les institutions. Il dit en substance « Pourquoi est-ce toujours aux acteurs de terrain de porter ce débat ? Pourquoi ceux qui analysent ne le font-ils pas ?» Ce qui rend cette sortie encore plus puissante, c'est l'identité de celui qui parle. Ce n'est pas un Algérien, ce n'est pas un acteur direct de cette rivalité historique. C'est un tiers, en apparence neutre. Et cette neutralité perçue donne à ses paroles un poids immense. Si ce discours venait du camp algérien, il serait immédiatement disqualifié comme partisan. Là, il devient troublant. Ses motivations restent ouvertes à l'interprétation. Défense sincère d'un principe d'équité. Stratégie politique au sein des instances africaines. Préparation psychologique avant un choc à venir. Peut-être un mélange de tout cela. Mais une chose est certaine, il a mis sur la table un malaise que beaucoup préféraient garder en coulisses. Au final, on part d'un match de football et on se retrouve face à une crise de confiance systémique. Sport, politique, diplomatie, image internationale, tout se mélange. C'est l'essence même du soft power. Quand il fonctionne, il sublime une nation. Quand il échoue, il révèle ses fractures. Et cela nous laisse avec une question vertigineuse. Quelle est la part réelle du talent dans une victoire? Et quelle est la part du cadre dans lequel ce talent s'exprime? Quand le doute s'installe sur l'équité des règles, même la plus belle performance sportive perd une partie de sa valeur symbolique. Mais il y a un dernier paradoxe, presque cruel. Dans son discours, Michael décrit une équipe algérienne qui se forge dans l'adversité, une équipe qui avance avec le sentiment d'être seule contre tous. Or, l'histoire du sport nous l'a montré 1000 fois. Ce sentiment, aussi injuste soit-il, est parfois le carburant le plus puissant pour créer des champions. Les équipes les plus résilientes naissent souvent dans l'opposition, dans le refus, dans la difficulté. La question reste alors ouverte. Ce système que certains dénoncent comme biaisé est-il en train de fragiliser le football africain ou, paradoxalement, de forger des équipes encore plus fortes, encore plus déterminées? Et surtout, jusqu'où un sport peut-il supporter ce poids politique avant de perdre ce qui fait son essence, la croyance collective dans la justice du jeu?